Ok, bon, bah écoutez, merci d'être là pour cette visioconférence de juillet. Alors vous avez vu le thème, je vais le développer évidemment, hein, naturellement. Donc le thème, c'est apprendre et comprendre quelle différence. Donc je relis juste la présentation que j'avais mise sur mon site internet, la présentation du thème, c'est un peu pour donner un peu un cadre, hein. Alors, on nous dit qu'apprendre, c'est mémoriser des informations. Dans ce cas, il s'agit d'acquérir un savoir, une connaissance. On apprend ainsi les langues, les mathématiques, l'architecture et autres. Dans le domaine spirituel, il en est tout autrement. L'acte de comprendre comporte une action de libération, de déconditionnement. Apprendre consiste à découvrir par soi-même. Donc, existe-t-il un acte d'apprendre, de comprendre, qui ne soit pas basé sur le savoir? Donc ça, c'est un peu le cadre, hein. Donc, moi, j'aime bien revenir sur ce thème, sur la différence ou les différences entre apprendre et comprendre, parce que c'est pas souvent évoqué, il me semble, alors qu'il y a une différence assez fondamentale. De manière classique, de manière vraiment tout à fait lambda, apprendre, quand on apprend des langues, par exemple, bah, c'est accumuler des informations, par exemple, sur les langues, la syntaxe, la conjugaison, la prononciation. On accumule des informations et au bout d'un moment, on a des informations qu'on les a assimilées, on peut parler une langue ou jouer de la musique. Pareil pour l'architecture ou pour conduire une voiture, même je cite cet exemple souvent. On accumule des données, on accumule des informations pour conduire. Ben, il y a l'accélérateur, le frein, l'embrayage, les leviers de vitesse. Une fois qu'on maîtrise ces quelques aspects qui sont limités, on peut conduire une voiture. Et chose intéressante, les voitures évoluent très très peu, donc on a pu apprendre à conduire il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est toujours valable aujourd'hui, parce que même si l'automobile, les voitures ont eu quelques modifications, le fonctionnement général reste le même. Il y a un volant, un accélérateur, un frein. Et donc, je prends cet exemple très simple pour dire que apprendre dans ce sens que je viens de dire, c'est efficace parce que le domaine dans lequel on a appris change très peu. Si on a appris l'anglais ou l'allemand, une langue, elle a pu légèrement changer pendant 30 ans, 40 ans, mais les bases restent les mêmes. Donc, c'est valable, cette manière d'apprendre, d'accumuler des données et des informations et utiliser ces données et ces informations, c'est valable dans de nombreux domaines parce que ces domaines changent très, très, très peu. Et nous avons exactement la même chose au niveau biologique. Je dis souvent, notre appareil respiratoire est adapté pour capter l'air et en tirer de l'énergie. Et ça fonctionne très bien parce que depuis qu'on est sur Terre, naturellement, l'air a un peu changé, il y a plus de pollution qu'avant, mais les composés minimalistes de l'air sont les mêmes. Nos ancêtres de Cro-Magnon et nous avons à peu près le même air dans sa grande base. Donc, cette manière d'apprendre est efficace dans des domaines qui changent très, très peu. Apprendre l'architecture et d'autres sujets. Mais s'il y a des environnements qui changent rapidement, qui changent beaucoup, là, tout d'un coup, cette manière d'apprendre, basée sur la mémoire, hein, en fait, cette manière d'apprendre et d'utiliser la mémoire, et ben, tout d'un coup, on tombe dans l'inefficacité, ça ne fonctionne plus, et donc, il est à peu près logique que la vie, elle nous est proposée en complément quelque chose d'autre qu'utiliser la mémoire essentiellement, les données, comme fait très bien l'IA. L'IA se débrouille très bien avec ça. Et l'homme, si on se limite, l'homme, l'être humain, hein, si on se limite à utiliser les informations, à gérer une quantité très très importante d'informations, ce qu'on fait, hein, mais si on ne fait que ça,
En fait, on a un fonctionnement très très proche de l'ordinateur et c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut nous copier dans ce domaine-là, puisque elle gère les informations et en fait, elle peut peut-être en gérer plus que nous et plus rapidement. Donc l'action mémorielle, on va être dépassé, pas dans la création, hein, dans l'action mémorielle. Hein. On sera dépassé par l'IA et on est dépassé par l'IA. Ah, voilà Sylvie qui arrive. Bonjour Sylvie. Un petit peu de retard, mais c'est pas grave. J'ai commencé. Hein. Euh, voilà, c'est vraiment le début. Hein. Donc j'indiquais que apprendre de manière classique, c'est acquérir des informations, des données, utiliser la mémoire, comme apprendre une langue, conduire une voiture. Et tout ça fonctionne très bien parce qu'une langue ne se transforme pas complètement. Les voitures, il y a quand même des grandes lignes qui restent. Donc cette manière d'apprendre avec les données, la mémoire, fonctionne dans des domaines qui changent très très peu. Je, je, je parlais de l'appareil respiratoire de l'homme. Depuis que l'être humain est sur Terre, l'air a peut-être un petit peu changé. Il y a certainement plus de pollution que maintenant, mais l'air reste de l'air et notre appareil respiratoire est adapté. Pour dire pareil pour notre appareil digestif, hein, voilà, on peut toujours se nourrir à peu près des mêmes aliments. Euh, et donc ça fonctionne bien. Mais s'il y a bah là, on va tomber naturellement dans le domaine spirituel, dans le domaine de la connaissance de soi et des choses profondes, les relations humaines psychologiques. Par exemple, si j'ai un compagnon, une compagne, on peut, et on le fait d'ailleurs, hein, on mémorise des informations sur cette personne, et c'est essentiel, ça permet de la reconnaître naturellement hein, tous les matins, mais on va pas dire, mais madame, qui êtes-vous, que faites-vous dans ma maison voilà, donc la reconnaissance est nécessaire. Mais il y a des problèmes qui peuvent arriver avec le temps, parce que si j'utilise cette action mémorielle, en fait, comme pour une voiture, je vais avoir l'impression de connaître des éléments fixes de ma compagne. Elle a un bon caractère, elle a un mauvais caractère, elle est agréable ou elle est désagréable. Je vais figer une vision fixe de ma compagne, et cette vision fixe, malheureusement, va entraîner une relation figée avec cette personne, parce que je vais lui avoir attribué certaines caractéristiques, et donc je vais l'aborder toujours à partir de ces caractéristiques que je pense être, hein, ce sont des préjugés, mais je vais toujours l'aborder de la même manière, et en fait, les relations neuves, petit à petit, vont disparaître. Les relations fraîches, sans préjugés. Et malheureusement, ma compagne ou mon compagnon fait à peu près la même chose. Et donc, tout d'un coup, en utilisant cet aspect uniquement mémoriel, qu'est-ce qui est en relation? C'est juste deux ensembles, deux sommes de préjugés qui essayent d'être en contact. Et c'est une catastrophe. Évidemment que c'est une catastrophe. On connaît cette phrase, je connais mon mari ou je connais mon épouse, mais ça ne veut strictement rien dire. Je connais la connaissance que j'ai de mon épouse. Je ne connais pas mon épouse. Je connais ce que je pense d'elle, ce que je crois savoir d'elle. Donc là, on voit bien que l'action basée uniquement sur l'accumulation de mémoire et d'informations, ça marche pour reconnaître mon épouse, mais pas pour être en relation intime, pour avoir une relation au-delà des préjugés. Voilà. Et évidemment, si on fait ça avec sa compagne, on fait ça avec soi-même naturellement. Et donc la connaissance de soi basée sur la mémoire est impossible. Hein, comme je ne peux pas connaître mon épouse, je ne peux absolument pas découvrir qui je suis à travers la mémoire. Je ne vais penser que à l'image que j'ai de moi, l'image que j'ai de moi qui s'est formée sur les expériences, sur la mémorisation, la gestion des données.
comme il y a, on fait ça, hein, l'être humain, naturellement. Le danger, c'est s'il n'y a que ça. Naturellement qu'on doit gérer l'information, les données, ça fait partie de la vie, mais je pense dans la vie, de manière générale, pas que dans l'être humain, hein, dans la vie, il n'y a pas que la mémoire et que l'utilisation des informations. Il y a ça, mais il y a aussi, s'il y avait que ça, il ne pourrait pas y avoir de jaillissement du neuf, de quelque chose sans les mémoires du passé, sans les nombreux hier. Et donc on voit bien que s'il n'y a que la mémoire, que ces nombreux hier, que ces références, on regarde ce qu'on pense de la vie et on ne regarde pas la vie. Donc je pense que ça favorise l'insensibilité, ce genre de choses. Mais alors, est-ce que ça peut exister une manière d'apprendre qui est la sensation de comprendre? Pas dans le sens comprendre une mécanique, telle poulie entraîne telle roue qui entraîne tel objet, mais une chose de comprendre dans le sens de se libérer. Je comprends un conditionnement. C'est pas pour rester dans le conditionnement, dire ah ben oui, c'est un conditionnement, ça fonctionne comme ça, c'est très bien, comme si on regardait une mécanique et puis il se passe rien. Dans l'esprit humain, il y a une manière d'aborder les choses. Quand le regard se penche vers le dysfonctionnement, si on n'utilise pas cette mémoire, existe-t-il une manière de regarder les dysfonctionnements sans mémoire qui fait que on regarde vraiment le dysfonctionnement en action, en marche, en train de se faire. On ne regarde pas une idée du dysfonctionnement, on regarde le dysfonctionnement vivant. Devant notre esprit, il est en train de se créer. Et je pense que si on sait regarder de manière vivante, directe quelque chose, si on regarde un dysfonctionnement, donc, qui nous fait souffrir, entre guillemets, ce dysfonctionnement ne peut pas continuer à exister. Comprendre dans ce sens-là, c'est mettre fin à ce dysfonctionnement. Hein, il n'existe plus. Donc là, l'aspect créatif dans un premier temps, c'est un peu étrange, mais l'aspect créatif dans un premier temps, lors de cette perception, c'est un aspect de destruction. On détruit le dysfonctionnement, on se libère du conditionnement. C'est déjà important parce qu'il faut finir quelque chose. Et je crois, il me semble, que c'est parce qu'il y a cette fin de dysfonctionnement, cette destruction du conditionnement, toute l'énergie qui était coincée dans dans ce mauvais fonctionnement, dans ce conditionnement, l'énergie qui était emprisonnée là-dedans, quand ce conditionnement disparaît, cette énergie, tout d'un coup, est disponible pour l'esprit, pour l'être humain, et cette énergie, elle est à profusion, je dirais, et tout d'un coup, non seulement on se déconditionne, mais on va peut-être un peu plus loin. Si on s'est déconditionné d'une religion, par exemple, on se déconditionne d'une religion, et mon regard clair m'a montré qu'en fait, l'ensemble des religions ont les mêmes processus, les mêmes systèmes, avec des hiérarchies, un parcours. En fait, quelle que soit la religion, c'est le même fonctionnement. Donc ça, on se libère de cette manière de faire. Donc ça, c'est l'aspect destructeur. Mais après vient logiquement, si tout ça est une illusion, si tout ça est faux, donc
je n'adhère plus, tout ça pour moi ne veut rien dire. Et on peut avoir cette question, mais alors donc, sans appartenir à aucune foi, aucune religion organisée, est-ce que c'est possible d'avoir un esprit profondément religieux sans adhérer à quoi que ce soit? Est-ce que c'est, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est un voyage de découverte et de création. Donc, on va découvrir quelque chose que l'on n'a jamais abordé avant. Vous voyez, c'est comme on a franchi la frontière d'un pays inconnu, totalement nouveau, et on entame le voyage. Et donc là, je pense qu'il y a un aspect découverte, enquête, si vous voulez. On est un peu les Sherlock Holmes de l'esprit. Euh, et donc là, il y a une petite difficulté, c'est que ce voyage, cette enquête, cette exploration, si on n'est pas attentif, on pourrait retomber au bout de quelque temps, à nouveau à se mettre à former des conclusions, des concepts, et à retomber dans le savoir et dire oui, oh bah, c'est vrai, la méditation, en fait, c'est ça, ou la liberté, c'est ça. On en fait une définition, et si on n'est pas vigilant, ayant la définition, on va avoir l'impression qu'on a la connaissance. Et donc, ah ben, ce sujet, j'ai compris, c'est OK, je peux passer à autre chose. Et sans s'en rendre compte, on retombe dans le processus de mémorisation qui est le savoir. Hein, on accumule des données, on fait des conclusions, presque une idéologie. Et en fait, sans s'en rendre compte, en faisant ça, on a arrêté de voyager. On est de nouveau retourné dans le mental, on s'est fait prendre à nouveau par la mémoire, on est en train de créer un savoir, une nouvelle théologie ou une nouvelle philosophie. Et donc, ça demande quand même une certaine vigilance, une certaine attention, une lucidité consciente on va dire que de manière un petit peu mécanique, le cerveau aura tendance à nous proposer des conclusions. C'est un peu automatique, à nous proposer de dire, ben ça, conceptualise-le comme ça. Voilà, ça paraît attrayant parce que c'est assez correct, assez souvent. Et donc, on a tendance, le cerveau se propose un peu comme une autorité. On peut avoir tendance à se soumettre à cette proposition, à cette autorité du cerveau. Ah ben oui, c'est vrai, c'est comme ça. Il faut garder cette expression, elle est valable. Et c'est un jeu de dupes, parce qu'on retombe dans la mémorisation, dans la création d'informations. On peut le faire de manière pour communiquer avec vous. J'utilise des mots, j'utilise certains concepts, mais je n'ai pas la confusion. Le concept n'est pas la chose. Hein, le mot n'est pas la chose décrite. Hein. Donc, on peut l'utiliser, mais il ne faut absolument pas y être attaché. Et demain, si on veut, si c'est correct, on trouvera un autre mot, une autre manière d'exprimer. La liberté, c'est ne pas. La liberté, ce n'est pas ne pas avoir de concept. La liberté, c'est peut-être avoir quelques concepts, mais c'est surtout ne pas y être attaché. Donc, avoir une relation libre avec ces concepts, les utiliser quand c'est à bon escient, et puis si on en trouve un qui est plus correct, on lâche l'ancien, on n'en a pas besoin, et le nouveau, il est correct pour une certaine expression à un moment donné. On ne va pas non plus en faire un dogme ad vitam aeternam. Donc ça, c'est un petit peu délicat, on n'en parle pas souvent forcément, mais cette manière de faire, d'explorer l'esprit, de faire ce voyage et de ne pas tomber dans les conclusions, ça demande comme une petite discipline, une petite vigilance. Mais en fait, quand on a bien saisi un peu, quand on a compris cette manière de faire, en fait, on comprend un peu ce que c'est la véritable méditation. Parce que la véritable méditation, c'est ça.
c'est voyager, voir des choses de manière très claire, s'en libérer et ne pas figer ça dans des conclusions définitives. On en a de manière temporaire, hein. Et ça permet d'apprendre dans le sens, non pas cumulé, mais dans le sens de voir. Ça permet d'avoir comme une vision pénétrante, comme une vague, une vision pénétrante qui n'a pas de fin. Elle est plus ou moins intense parfois, mais elle n'a pas de fin en fait. Si on est très attentif, c'est une même vague de vision pénétrante depuis le début. Elle n'a jamais fini. Elle est un peu moins intense parfois. Et donc, c'est très intéressant on pourrait dire presque de surfer sur cette vague, d'être le mouvement. Pas d'être en mouvement, mais d'être le mouvement. Et on va très, 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 très loin. Parce que comme on ne se fige pas dans des conclusions, ce qui compte, c'est la vision, pas l'explication de la vision, hein. Pour communiquer, on peut expliquer une vision. Ce qui compte, c'est la vision. Et ce qui compte, vraiment, ce n'est même pas ce qu'on voit. Ce qui compte, c'est la vision elle-même. C'est l'action de la vision. Ce qu'on voit, ça peut changer, mais le mouvement de la vision, c'est ça qui compte. Et donc, c'est une vision, une exploration qui ne formule pas un savoir académique, un savoir encyclopédique. C'est complètement différent. Ça n'entraîne pas d'accumulation et ça n'entraîne pas d'attachement. Ça, c'est très important. Mais en disant ça n'entraîne pas d'accumulation, ça n'entraîne pas d'attachement, évidemment, cet immense mouvement, c'est un mouvement de liberté qui va de plus en plus loin, de plus en plus subtil, de plus en plus profond, et qui s'émancipe totalement des mots, hein. Il n'y a pas de soi et il n'y a pas de non-soi, ni éternité, ni nihilisme. Ça, c'est des opposés qui luttent les uns contre les autres. C'est un concept et en face, on met l'anti-concept de ce concept et on reste dans des réactions. Donc, on va totalement au-delà de la pensée humaine, au-delà de la psyché humaine. On dépasse totalement ça. Elle est intégrée. On n'est ni devenu amnésique. On n'oublie pas qu'on a une psyché, hein, naturellement. Mais on allait beaucoup plus loin. Le mental a sa place dans cette chose-là. C'est un peu étrange verbalement d'exprimer. C'est comme si un être humain aborde, comment dire ça sans que ça fasse mal aux oreilles. C'est comme si, oui, on peut dire ça, l'esprit humain découvre quelque chose de spirituel qui n'a rien à voir avec l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit humain va au-delà de tout concept humain. Donc, il va vraiment sur une autre rive, on va dire. Et dans cette autre rive, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. On ne pourra pas développer forcément, mais voilà, donc il existe une manière de comprendre quelque chose, de s'en libérer. Cela passe par une espèce de vision, une vision directe, qu'importe les mots, une vision profonde, une vision pénétrante, qu'importe les mots, mais une vision sans pensée, qui n'est pas basée sur la mémoire, comme on a dit. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que cette vision, cette perception, sans pensée, sans mémoire, en fait, c'est une perception sans temps, hors du temps. Si elle n'est pas basée sur la mémoire, le temps n'existe pas, tout simplement. C'est atemporel et c'est très, très étrange pour un être humain. Un être humain, c'est un enfant du temps, hein. Il est né,
Il sait que son corps va mourir, donc on est imbriqué dans le temps. Et tout d'un coup, par cette perception, par cette observation silencieuse, un enfant du temps découvre l'au-delà du temps. C'est tout à fait, presque on pourrait dire c'est ça, le déconditionnement suprême. Quelqu'un qui est né dans le temps, qui tout d'un coup découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps. C'est, ça peut pas être la même personne, hein, c'est pas possible, hein. Donc tout ça entraîne beaucoup de choses. Mais donc il existe bien dans l'être humain une capacité qui dépasse la mémoire, qui dépasse la pensée, qui est une capacité d'intelligence, on va dire, d'intelligence créatrice, qui peut-être au départ nous paraît une intelligence destructive, mais qui en fait, dans un second temps très très proche, crée quelque chose. Mais il faut que il faut que le conditionnement finisse pour découvrir l'autre. Il faut sortir de la prison pour goûter à la liberté. Donc il y a bien des choses qui doivent finir. Et c'est sûr qu'on aura une difficulté si en tant qu'être humain, on ne s'est pas confronté, on n'a pas abordé, on n'a pas creusé le problème de la fin, de finir les choses, de les finir pour toujours. En général, ça nous pose un peu un problème, ce truc de finir. Une fin complète, totale, c'est-à-dire que la chose n'existe plus. Parce que si on se déconditionne, le déconditionnement, il a fini pour toujours. Et dans l'esprit de l'homme, on dit oui, mais attendez, si quelque chose peut finir pour toujours, mais mon bonheur aussi pourrait, ma joie ou ma sécurité pourrait aussi finir comme ça. Donc finir, là, dans le sens où vous dites, c'est très inconfortable et même insécurisant pour beaucoup de personnes. Et donc on doit vraiment regarder ce truc de finir quelque chose dans l'esprit ou même dans la vie, hein. C'est on n'est pas à l'aise avec ça, on devrait s'interroger. En gros, pourquoi est-ce qu'on voudrait que les choses durent? On a un bon travail, évidemment, qu'on voudrait que ça dure. On a une compagne, on est en amour, on voudrait que ça dure. On voudrait que la santé dure toujours. On voudrait que. Mais en fait, là, on lutte avec la vie. S'il y a une seule chose sûre dans la vie, c'est que rien ne dure. C'est la seule chose qu'on puisse être à peu près certain sur la vie. Et nous, on lutte, on est en guerre contre ça, alors que peut-être, dans finir, il y a finir la souffrance. Ouais. Même si je la connais, donc ça me sécurise. Finir sa vie de difficulté, hein, finir la souffrance. Donc ça, c'est assez important. Je regarde l'heure qu'il est, que je ne perde pas mon timing. Euh, donc, voilà, je veux rester dans le fil conducteur. Donc, l'être humain a une manière d'aborder les choses qui peut dépasser la mémoire. La mémoire est intégrée, elle n'est ni refoulée, ni condamnée, ni bannie, hein, naturellement. Mais on découvre un autre outil et on découvre que cet outil, c'est un petit peu un animal sauvage. On va pas pouvoir le dresser, lui dire tu dois venir me voir à telle et telle heure. Quand je veux comprendre, je vais te sonner et la vision va arriver. Cet animal sauvage est un animal libre, donc on va pas pouvoir le dresser, le commander à souhait, le claquer des doigts et demander que la vision pénétrante arrive. Ça n'existe pas, ça. Si quelqu'un vous dit c'est comme ça, il fait de la propagande. Je pense que c'est un tissu de mensonge. Donc, c'est assez délicat. C'est peut-être pour ça que l'être humain a du mal avec cette capacité. C'est une capacité qu'on ne peut évidemment pas contrôler. Et donc, entre quelqu'un,
une personne qui vous dit, voilà, vous avez cette capacité, mais vous ne pouvez pas la contrôler, la dominer, comme vous ne pouvez pas l'adresser comme un animal. Et d'autres personnes qui disent, mais si, si, c'est possible de l'adresser. Venez, je vais vous expliquer comment faire en vous asseyant, en faisant de la respiration, des mantras ou les bols tibétains, tout ça. Vous la commanderez et vous aurez la vision pénétrante. Bah, il est à peu près évident que la majorité des personnes vont aller dans cette proposition plutôt que dans l'autre proposition qui dit non, c'est une terre de liberté, vous pouvez vous rendre disponible, être à l'écoute, mais vous ne pouvez pas commander ça. C'est sûr qu'il y a peut-être très peu de personnes qui vont être sensibles à ça, et tout le monde va tomber dans le panneau des techniques, en gros. Euh, et il y a une confusion, hein, puisque quand je parlais d'architecture, d'apprendre une langue ou de conduire une voiture, en fait, ça, c'est des techniques, hein, c'est d'ordre technique, tout ça. Et là, ça marche. Hein, pour construire une maison, on va avoir un architecte ou une entreprise de maçonnerie qui maîtrise des compétences techniques et ils vont faire une belle maison, normalement, hein, s'ils maîtrisent leurs compétences. Donc, ça marche très bien. Et on transpose, puisqu'on voit dans la vie quotidienne bah, pour construire une maison, il faut avoir une bonne technique. Pour apprendre la musique, il y a des techniques très efficaces. Mais par extension, on pense qu'il doit y avoir des techniques pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, puisque sur l'extérieur, tout fonctionne avec des techniques. Donc on se dit, bah, peut-être intérieurement, c'est possible. Et naturellement, il y a des gens qui vont dire, ben oui, évidemment, regardez, à l'extérieur, tout marche comme ça, donc l'intérieur, on va appliquer le même principe. Hein. Il vous faut du temps pour apprendre à méditer. Vous avez mis 20 ans pour vous conditionner. Vous ne croyez pas qu'en claquant des doigts, vous allez vous déconditionner. Il vous faudra au moins 20 ans pour vous déconditionner. Mais on va vous expliquer comment faire. Et donc, on accepte, ça nous paraît valable et correct, donc on y va, on rentre là-dedans. Et en fait, on a juste changé de prison. On n'est pas en train de découvrir l'acte d'apprendre sans mémoire. On nous a réorientés dans un cadre mémoriel qui ne s'appelle pas comme ça. Hein. Et en fait, faisons cette proposition, on va faire l'inverse d'habitude. On était bouddhiste et tout d'un coup, on me présente le catholicisme. Ah oui, c'est super. Et on laisse tomber la religion bouddhiste et on devient catholique. En fait, on a juste changé de prison. Hein. Je fais cette proposition parce que d'habitude, on dit voilà, on est catholique, on a vu les bouddhistes, tout ça c'est super, on devient bouddhiste. Mais quel que soit le changement de cage, ça reste une cage. Il ne s'agit pas de prendre une cage plus belle ou plus exotique, ça n'en reste pas moins une cage avec des barreaux. Mais il y a plein de promoteurs de cages, hein, naturellement. Donc, il y a sans doute une difficulté de faire ce voyage, d'admettre qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, et que c'est un voyage en quelque sorte de liberté, qui peut être inconfortable parfois, mais qui pourtant nous donnera la liberté. La liberté, c'est pas le confort. Hein. Je pense que nous avons des quiproquos ou des malentendus. Hein. La liberté, si on est libre, on se fiche du confort parce qu'on a fini la peur. Si on est libre, qu'importe l'insécurité, parce qu'on a fini la peur. Donc, toutes ces choses qu'on nous propose pour répondre à notre peur, une technique, un confort, une sécurité, un groupe puissant qui nous aide, parce que quand on est plusieurs, on est plus fort, tout ça, en arrière-plan, il y a la peur. Quand on se libère totalement de la peur, on n'a plus besoin de ces blagues. L'espérance, c'est une plaisanterie. Quand on est sorti du temps, ce qui est devant moi est sacré. Donc, ce qui sera demain ou après-demain, ça ne veut rien dire. Quand devant moi est la plénitude, la totalité de la vie et que je ressens ça comme étant
sacré. On n'a pas, l'esprit s'échappe pas vers le futur. Ce qui est devant nous est tellement intense, tellement important. On vit en plénitude, donc on n'a besoin de rien. Donc demain ou après-demain, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. C'est comme un jeune enfant. Vous lui parlez de un jeune enfant très jeune. Vous lui parlez de oui, qu'est-ce que tu veux faire comme travail ou qu'est-ce que tu. Ça ne veut rien dire pour lui, le futur. Le présent est tellement fantastique, ça n'a aucun sens. Il va répondre pour nous faire plaisir, mais et d'ailleurs un clin d'œil avant, on va faire le dialogue. Un jeune enfant, l'avenir, ça ne veut strictement rien dire pour lui. Et comme il est jeune, il n'a pas encore créé de nombreux souvenirs, et donc le passé pour lui n'a pas de sens non plus. Et le futur, ça ne veut rien dire, et le passé, ça ne veut rien dire non plus. Donc en quelque sorte, il est hors du temps pendant quelques années. Après, ça, il va revenir comme tout le monde. Mais le futur, ça ne veut rien dire, et le passé n'est pas là. Donc on est vraiment dans une dimension, il me semble, c'est ça la dimension spirituelle, totalement hors du monde des hommes, hors du temps, dans une espèce de une mer de méditation, un océan de méditation, et on découvre plein de choses dans cet océan, des courants, des vagues, des tempêtes, les abysses. On peut découvrir énormément de choses. Voilà, je vais arrêter là dans quelques, je vais arrêter dans quelques, voilà, dans quelques minutes. Voilà, donc c'est un peu un paysage que j'ai dressé dans la présentation. Donc il faut en discuter, hein, naturellement. Hein. Je ne vous demande absolument pas ni de croire, ni d'accepter ce qui est proposé. C'est une proposition d'exploration et d'enquête commune qu'on fait. Hein. Voilà, donc je sais que c'est toujours délicat quand je dis allez-y si vous avez des questions, il y a toujours un blanc ou un petit doute ou quelques instants de silence. Donc voilà, ben, je pense que ma présentation, peut-être pas complète, mais assez riche. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que ça a été clair? Ou peut-être peut-être Paul Pujol a déliré pendant trois quarts d'heure aussi, hein. On peut aussi prendre cette option. Donc, est-ce que vous auriez voilà, des choses à dire ou des choses à exprimer ou des questionnements ou vous avez peut-être noté des contradictions aussi, hein, c'est, c'est possible. Donc, je suis tout oui, chers, chers amis. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous proposer, en gros? Eh bien, en ce qui me concerne, je trouve que c'était très très bien. Oui, d'accord. Et tu as quelque chose que tu voudrais creuser un peu ou pas ou... Il me faut un petit peu de temps. D'accord, oui, ok. Tu pourras intervenir après, hein, naturellement. Hein. Euh, Non, je vais prendre un exemple personnel, oui. parce que tes paroles m'y ont fait penser. Mhm. Euh, Actuellement, j'allais plutôt bien, et puis on a des problèmes qui sont des problèmes de travaux, genre architecte qui a construit la maison à l'envers. Bon, voilà. Bon, D'accord. c'est complètement exagéré, mais voilà. Hmm. Ça n'empêche Oui. que c'est lourd à porter. Et euh, vraiment, à un moment, je me suis dit que la vie était au-delà de ses ennuis Mhm. et que ça rejoint Ouais, mais... enfin, c'est l'idée, mais c'est pas l'idée Hmm. de, alors je vais dire accueillir ce qui est, mais c'est complètement faux ce truc. Oui, mais on voit, Voilà, on comprend. Hein. c'est des mots. Et Hmm. c'est pas je veux accueillir, c'est je Ouais. comprends. Du reste, voilà, à l'instant là, Hmm.
utilise le terme je comprends, que la vie, c'est pas que une progression vers un éternel bonheur, euh, que voilà, c'est tout. Oui, dans la vie, il y a des embûches, naturellement. Hein. On est en bonne santé et hop, on tombe malade ou on pense avoir un bon architecte et finalement, il n'est pas si bon que ça. Il y a des embûches, il y a des déconvenus. euh, mais tu vois, par contre, il y a des déconvenus dans la vie, il y a des difficultés, des embûches dans la vie. Mais la vie elle-même n'est pas une difficulté, n'est pas une embûche, n'est pas un problème. Et Tu ben vois? ça, effectivement, Tu c'est vois. c'est extraordinaire, mais ça demande Voilà. de passer par une espèce d'abandon. Ouais, ouais de parce on peut avoir des soucis, on a des soucis même. Mais en fait, comme tout passe, ces soucis vont passer. Il y en aura Euh, peut-être d'autres, mais ça, c'est pas la question. Sauf exception, un problème ne dure pas toute la vie, quoi. Un architecte, une maison, avec le temps, à s'en sortir un peu, en général. oui, mais si on Mais tu se vois, dit ça, pardon? si on se dit ça, on risque de tomber dans l'espoir que ça va aller mieux. Et au total, on arrivera à la mort. Oui, et- C'est le risque. oui, oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, la phrase il faut être dans l'acceptation, c'est un peu une phrase que tout le monde dit, mais en fait, la vie, elle nous demande ni d'être accepté, ni d'être rejeté, elle nous demande rien, la vie. Oui, oui, mais c'est pour ça que je mettais des guillemets à accepter. Mm, mm. Oui, en fait, quand il pleut, on peut dire j'accepte la pluie, mais ça change rien à la pluie. Tu vois, c'est auto-centré sur l'être humain, quoi. Mais mais il y a des difficultés. La vie n'est pas que du miel, hein. Il y a des épines, il y a parfois ça, il y a des difficultés, il y a de la souffrance. Mais tu vois, ouais, je pense aussi, il me semble, hein, j'essaye de voir là en direct, que si on a entrevu un peu par l'introspection, la connaissance de soi, si on a entrevu cet espace au-delà de la pensée, on sait que cet espace différent, en fait, lui, il n'est pas contaminé par les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est nous et c'est la vie, ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a des soucis. Mais cet espace, ça ne veut strictement rien dire dans ce domaine-là. Il n'y a ni souci, ni absence de souci. Tu vois? C'est c'est au-delà des contingences. Nous, notre vie, et c'est normal, c'est pas une anomalie, c'est une somme de contingences. Hein, voilà, l'habitation, le travail, la santé ou les relations amoureuses ou d'autres choses. En fait, notre vie, dans, on va dire 80% de notre vie, les contingences, c'est des conditionnements. Être dans une maison, c'est conditionné à être bien logé, avoir un bon chauffage et faut le prendre en compte. C'est pas une anomalie. Avoir une bonne voiture, ben il vaut mieux qu'avoir un truc qui marche pas. Mais en fait, c'est pas l'essentiel. Tu vois, c'est des contingences qu'il faut gérer, mais c'est pas ça le sel de la vie. Hein. Il faut avoir des lunettes adaptées à la vue ou des choses comme ça. Mais c'est pas ça. Une fois qu'on a imaginons, je fais un truc d'imagination, on règle tous les problèmes qu'on a. Et alors, on a une vie sans problème. Et qu'est-ce qu'on a? On a une vie détendue, une vie cool, une vie sympathique. Mais c'est très creux. C'est très creux, une vie relaxe. C'est très superficiel. Hein.
une vie sans problème. Mais c'est totalement insuffisant. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que font la plupart des gens. Ils ont une vie de plaisir, ils consomment, ils font des bons repas, ils vont à des spectacles, voilà, bon, pourquoi pas, hein. Mais est-ce que ça remplit l'âme? Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça remplit, est-ce que ça nous remplit l'âme? Tu vois? Voilà ce que j'essaye de. C'est comme une pièce avec deux faces. Tu as les soucis, les problèmes à résoudre, et l'autre face, c'est les plaisirs qu'on a dans la vie. Hein, souffrance, plaisir. Un peu, ça, en fait, quelque part, ça marche un peu ensemble. Et en fait, là, on est un peu comme une marionnette. Quand on a des difficultés, eh ben, on n'est pas heureux, on souffre un peu. Et puis quand on fait un bon repas, on est heureux. C'est comme s'il y avait des boutons, tu vois. J'appuie là, tout d'un coup, je tombe dans le, je suis mal dans ma peau. Et puis là, je suis bien dans ma peau. Mais en fait, ces deux états dépendent de l'extérieur, tu vois. Ça dépend des contingences. Et alors, on, on dépend de ce qui nous arrive. J'ai un bon travail, je suis bien vu socialement parce que c'est un travail à responsabilité. Je perds mon emploi et j'ai la crainte que socialement, ben on, on me regarde différemment. Je vais plus avoir autant d'estime dans le regard des gens et, et je vais avoir peur. Mais effectivement, ça demande de voir toutes les peurs. Il y en a quand même un paquet. Enfin, non, j'en ai un paquet. Euh, et enfin, oui, de les voir les unes après les autres. Oui, et de voir qu'on accorde trop d'importance à ce que les gens disent de moi. Il y a aussi Hein. ça. Ça, Oui, ça fait partie des peurs. voilà, c'est une expression de peur. Mais il n'y a rien contre le plaisir, hein. Naturellement, le désir, le plaisir, ça fait partie de la vie, donc il n'y a pas à les dénigrer, à les condamner, à les refouler. Par contre, est-ce que c'est ça qui me donne j'insiste sur le mot, une immense liberté? Est-ce que c'est ça qui donne une immense profondeur à toute ma vie? Bah, s'il suffisait d'un bon repas, d'un film ou d'une bonne bière, bah, ça fait longtemps que les êtres humains auraient des esprits immenses, vivraient de manière intense. On voit bien que ça cafouille un peu. Si on est soumis uniquement aux contingences, on est soumis aux conditions extérieures, on est comme une marionnette, un peu, on est comme de la pâte à modeler face aux événements, si tu veux. Qui suis-je en fait? Quand on me flatte, je suis heureux, et si on m'insulte, je suis malheureux. On dépend beaucoup du regard de l'autre et probablement du regard que l'on porte sur soi-même. Évidemment, c'est le corollaire. Donc, comment? On ne peut pas éviter les soucis dans la vie, il faut être clair, il ne faut pas mentir, hein. Dans la vie, il y a des péripéties désagréables. Ça, il faut le voir très très clairement. Par contre, quand un souci arrive, en fait, ça me perturbe, ça me gêne. Est-ce qu'on peut regarder ça finement? En fait, ça me perturbe dans mon ronronnement quotidien. Je me suis habitué à vivre d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière, et tout d'un coup, il y a un événement qui fait que dans mes habitudes, voilà, notre vie est une série d'habitudes. Un événement arrive et une habitude ne peut pas continuer. En fait, qu'est-ce que voudraient les êtres humains dans leur vie?
ils voudraient ne pas être dérangés. Voilà. Ils voudraient dormir tranquille dans leur certitude, dans leur club sportif, dans leur association, dans leur religion, dans leur parti politique. Surtout ne venez pas me déranger ou me poser des questions ou me perturber. Ma vie n'est pas extraordinaire, n'est pas terrible. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement libre, mais je suis bien quand même. J'ai mon confort, j'ai mes petits plaisirs. Alors j'ai de la souffrance, mais depuis le temps, je la connais un peu, ma souffrance. C'est horrible à dire, je m'y suis habitué. On ne veut pas être dérangé, et même, quelque part, inconsciemment, on ne voudrait pas que cette souffrance à laquelle je me suis identifié, inconsciemment, on ne désire pas sa fin. Parce que si elle finit, c'est comme si quelque chose de moi va finir. On revient à finir, hein, que je disais tout à l'heure. Donc, si la vie, c'est ne pas être dérangé, euh, est-ce que c'est la vie? C'est une catastrophe. C'est une vie de peur. J'espère que vous voyez ça, que ne pas être dérangé. Voilà, et on voit bien ça dans les groupes, hein. Les groupes restent entre eux, de l'entre-soi. Celui qui s'intéresse aux communistes, il ne veut pas côtoyer les gens de droite. Celui qui s'intéresse à l'Advaita Vedanta, il ne veut pas voir les chrétiens ou je ne sais pas quoi. Je caricature un peu, mais dans ce truc de je ne veux pas être dérangé, on crée des groupes qui participent à ce non-dérangement. On reste avec les gens qui pensent comme nous-mêmes. Et les autres font pareil. Et donc, ça donne quoi? Ça donne une humanité totalement fractionnée, totalement divisée, totalement isolée dans des îlots comme ça de certitude, de tranquillité. Et n'est-ce pas une des premières causes de la souffrance? D'être isolé, d'être coupé des autres. Vous voyez. Même si mon groupe est très, très important, eh ben, cet homme seul, là-bas, sur le banc, je ne suis pas en relation avec lui parce qu'il ne fait pas partie de mon groupe. On voit bien que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose de... Le groupe entraîne l'intolérance et l'indifférence, voire la méfiance par rapport à celui qui ne fait pas partie du groupe. Au-delà du groupe est EST, le danger. Une catastrophe de vivre comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, je ne vais pas faire un monologue, hein, non plus, hein. Enfin, si vous voulez intervenir, ce ne sont pas des obligations, hein. Je cite, juste comme ça, j'ai un exemple, si vous voulez. J'ai une amie proche, on se promène souvent au bord de Saône, hein, Trévoux, il y a la Saône là, et chaque année au printemps, il y avait des oiseaux migrateurs qui revenaient, ce sont les guêpiers, les très beaux oiseaux qui ont des couleurs irisées, un peu comme le martin pêcheur, et ils ont un chant très, très mélodieux, très spécifique. Donc avant de les voir, on les entend et on dit, tiens, les guépiers sont de retour. Et ils viennent assez souvent, ils essayent de trouver un peu des pans assez sablonneux, où en fait ils font leur nid dedans. Donc si on les repère à ça, on voit qu'il y a des trous. Donc voilà, et en général, ils reviennent au même endroit. Et donc une année, on était là au printemps et on est à l'endroit où d'habitude les guépiers sont là avec leurs beaux chants, et on n'entend pas les chants. On regarde et ils sont pas là. Il n'y en a pas un seul. Il y a rien. Et immédiatement, mon ami me dit, mais ils sont pas là, mais ils ont dû avoir un problème. Mais ils sont pas là, ils ont peut-être trouvé mieux. Pourquoi? Si c'est pas comme d'habitude, il y a eu une catastrophe. C'est, c'est consternant. Ils étaient peut-être juste à 2 kilomètres.
Mais si c'est pas comme d'habitude, ah, c'est pas normal. Mais nous sommes des ignorants, nous ne savons pas ce que sont devenus ces oiseaux. Mais du moment que c'est pas comme d'habitude, d'ailleurs, les religions et les sectes sont pleins de rites qu'ils répètent indéfiniment depuis des années, voire des siècles. Ça leur fait des repères, une répétition. Voilà. Et j'ai envie, regardez, la répétition. Est-ce que l'amour se répète? Mais quelle horreur. Ça ne se répète pas, ça se vit. Et vouloir refaire la même chose. Et ça n'existe pas, rien n'est pareil deux fois. La mémorisation, de vivre avec la mémoire, fait que consciemment ou inconsciemment, on recherche la répétition et la continuité. On veut que les choses continuent, si possible, indéfiniment. Nous sommes prisonniers du temps dans cette démarche. On est enchâssé dans le temps, on ne s'en rend pas compte, et cette notion du temps est devenue la base de ma vie. Je veux que ça dure, je veux que ça continue, je veux que ça se répète. C'est comme si, dans ce monde-là, il n'y aurait plus aucun chant d'oiseau neuf, comme si on n'entend plus jamais quelque chose pour la première fois. Mais quelle horreur! Comment vivre comme ça? C'est sûr que l'homme ne peut pas être heureux en cherchant une répétition éternelle. L'amour ne se répète pas. Il faut vraiment être clair. Est-ce que vous auriez d'autres aspects? Je suis toujours presque dans mon monologue, là. Euh, Comme il y a 70 participants à cette visioconférence. Il y en a bien un qui va vouloir parler. Peut-être. Euh, Est-ce que ça a été Oui, clair aussi cette... Oui? oui, moi je pense qu'effectivement, la vie est quelque chose qui est toujours en mouvement et qu'il faudra savoir accepter les nouveautés, se remettre en question et, surtout pas faire de la vie quelque chose qu'on peut apprivoiser Hmm. et voilà, mettre en cage, quoi. C'est tellement dommage. Oui, oui, mais en fait, les gens vivent comme ça, mais c'est presque inconscient. Eh ben, bien sûr. Ils le savent pas, ils le savent pas. Mais comme disait Euh, Catherine, c'est comme tu disais, je pense que c'est la peur qui est le moteur de cette mise en cage de quelque chose qui nous semble satisfaisant. mhm. Oui, tu vois, euh, il y a quelque chose, regarde-toi, comme on a peur, en fait, on a peur de l'insécurité, on a peur que les choses changent. Mhm. C'est ça, en fait. En fait, on a peur de la vie, quoi. Oui, Si oui, je on fais a un peur de la vie. raccourci, Mhm. on est des êtres vivants et on a peur de la vie. Et c'est sûr qu'on ne peut pas être bien hein, en vivant comme ça. Et inconsciemment, constatant que tout change, que rien n'est fixe, pour essayer de lutter contre ce mouvement permanent, eh ben, on a mis en gros en place les habitudes, les rites. Tous les jours à 5 heures, je sais pas, je bois mon verre de whisky. C'est comme si on, sur la vie qui n'est que mouvement, que changement, on a mis comme un masque, un voile dessus, et on dit ce voile, ça, c'est mes certitudes, et je m'appuie sur ce voile, et ce qu'il y a derrière le voile, ça ne compte pas pour moi. Mais le voile, c'est presque rien. Ma base, c'est le mouvement. Je suis intimement le mouvement. Est-ce qu'on peut échapper à ça, tu vois, cette peur du mouvement? C'est un... Ben, moi, je pense que, bien sûr, si on prend la vie comme elle vient et en même au fur et à mesure, en laissant le Hum, temps passer,
Ben oui, on l'apprend, voilà. Et à ce Oui, moment-là, on vit au fur et à mesure. Je dis pas qu'il faut pas se servir de la mémoire ni de ce qu'on connaît, évidemment. oui, Mais s'en servir, c'est pas enfin, le rendre immobile. oui, oui. Non, mais on s'en sert, mais on en est libre. C'est ça. Tu vois, il s'agit pas de pas avoir de mémoire, naturellement, ce serait idiot. Mais en fait, ce qui nous manque, peut-être, hein, aux êtres humains, c'est de vivre en méditation, de vivre en état de méditation, dans cet état, c'est ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, de découvrir l'au-delà de la pensée et que c'est plus la pensée la base de nos esprits, on remet les choses en ordre, c'est l'espace qui est la base de notre esprit et dedans il y a les pensées. On remet les valeurs OK, et l'espace, si on saisit ce qu'est vraiment l'espace, véritablement, c'est une chose sans frontières, c'est une chose infinie, c'est une chose immense dans laquelle nous vivons, c'est une chose immense et c'est la base de notre être. La base de notre être, c'est pas les pensées. Voir un esprit immense. Tout le reste est presque une blague. Voilà. Et dans ce domaine-là, en fait, c'est comme s'il faudrait inventer ou réinventer qu'est-ce que c'est vraiment la méditation, tu vois, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce qu'on peut avoir un esprit profondément religieux? Et qu'est-ce que ça veut dire? Toi, dans ce cadre-là, on oublie les groupes, hein, tous les trucs là. Tout d'un coup, dans cet immense espace, se rendre compte que toute vie est sacrée. La fourmi, l'insecte, le trou noir au fin fond de l'univers, la libellule, c'est un cadeau qui nous est fait. C'est un présent. D'ailleurs, le présent, le verbe présent, c'est le même mot pour un cadeau. Euh, si on avait ce sentiment de sacré, d'infini, d'au-delà du temps, comment on créerait l'Éden entre les hommes, sur Terre, pas dans les airs. Mais qui veut faire cette révolution? Mais qui, qui a comment est-ce qu'on appelle ça, la passion, l'énergie, pas, pas pour 2 semaines ou 2 ans, une, une passion de toute une vie. Je le dis, parfois, il faut créer une nouvelle culture, quelque chose de totalement différent. Si on veut que les êtres humains vivent différemment, il faut qu'il y ait une culture vivante et nouvelle qui, qui, qui vienne au jour, si tu veux. Pas une nouvelle théologie, une nouvelle religion, on a donné, quoi. C'est pas une nouvelle technique merveilleuse qui va répondre à tous mes problèmes, mais découvrir cet esprit méditatif, là, parce que dans cet esprit méditatif, le moi n'existe pas, et dans cet esprit méditatif,
je ne suis pas séparé de l'autre, des autres. Il n'y a pas deux êtres humains qui méditent. Quand c'est net, il y a un esprit qui médite et l'humanité est comprise dans ça. Et plus que l'humanité, mais pour l'instant, voilà. Parce qu'il y a le monde végétal, il y a le monde animal, il y a le monde minéral, il n'y a pas que l'homme, hein. L'homme parlant de l'homme, l'homme s'intéressant à l'homme, au bout d'un moment, c'est très pauvre. Il y a trop d'hommes dans l'homme, hein, comme disait un penseur. Euh, oui, voilà aussi, hein. Quelle devient notre relation dans cet esprit méditatif avec l'ensemble du vivant, avec les forêts insondables, les immenses océans profonds, ces milliards d'animaux, ces milliards et milliards d'arbres. C'est parce qu'il n'y a pas que l'homme, hein, il n'y a pas que la société humaine, hein. Quelle est notre relation avec les étoiles de la nuit? Tu vois, tout ce, avec la Voie lactée, tout ce qui nous entoure, les abysses au fond des océans. C'est que la nuit, toutes les étoiles qu'on voit, ce sont des soleils. Faut toujours le répéter, parfois on l'oublie. Chaque étoile est un soleil, est un monde en soi. Et il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Et ceux qu'on voit font partie de notre galaxie. Et donc, il y a d'autres galaxies en plus de notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies dans lesquelles il y a encore des milliards et des milliards d'étoiles. Et nous vivons dans ce joyau. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas être dérangé. C'est, toi, on on est, on est dans un univers totalement magnifique. Mais nous, on veut prendre notre bière ou notre verre de whisky à 5 heures et voir notre feuilleton de télé ou aller à la messe à telle heure. On est dans une telle immensité. Et l'homme, en s'y prenant mal, il s'est construit une vie toute rabougrie, tu vois, tout, vous m'excuserez, ratatiné sur ses petites habitudes un peu mesquines. Et pour lui, la vie, c'est devenu ses habitudes. La vie, c'est devenu ses petits repères. Ça, nous avons, on nous a toujours donné l'infini et nous avons toujours choisi le fini. L'être humain est un fou. On a toujours choisi la prison. Toujours. Naturellement, c'est entre guillemets. On n'est pas obligé, hein. Mais je ne sais pas si vraiment, hein, rien que sur la Terre, le nombre astronomique de végétaux, on parle des insectes, mais le nombre d'arbres, le nombre de plantes qui fabriquent l'air, qui fabriquent l'humidité, l'air que nous respirons, l'humidité qui nous permet de vivre, les animaux qui participent en respirant à la fabrication de l'air, ça nous fait vivre, et nous, on les fait vivre. Et on est dans une espèce d'inconscience totale de toute cette trame du vivant où tout est relié à tout, où tout influence tout. Et nous, on a limité ça à ma séance de cinéma, mon verre de. euh, la séance de cinéma ou le verre de whisky fait partie de ça. Mais c'est un élément. Naturellement, pourquoi pas prendre un verre de whisky, hein, on ne fait pas une morale. Mais certains aborigènes, ils ne comprennent pas que les Occidentaux, ils n'entendent pas le chant des étoiles. Et si on n'entend pas le chant des étoiles, on n'entend pas le chant du cosmos, naturellement. La vie n'était pas qu'un chant, un immense chant. Même nos paroles font partie de ce chant. Ben, comment ne pas tomber dans ces habitudes? Voilà, tous les jours à 4h30, je m'assois et je suis dans la méditation.
Euh, Ah bon, chaque fois que vous vous mettez tous les jours à 4h30, vous êtes dans la méditation. Ah bon. Et en dehors, non? Mais non, à 4h30. Ah bon. Le matin, non. Le soir, non. Ah bon, d'accord. C'est, c'est peut-être possible qu'à 4h30, la personne soit dans ça, mais elle peut y être ailleurs aussi. Pourquoi être exclusif? En étant exclusif, évidemment qu'on perd l'infini. En prenant des petits bouts, on perd l'infini. C'est d'une évidence. Je regarde les horaires. Ça va, je suis dans le timing. Euh, Paul, oui, oui. euh, tu dis que l'homme est fou. Je trouve que c'est très culpabilisant. Ah ah, Voilà. Euh, et par ailleurs, ça me pose la question, pourquoi, euh, pourquoi l'homme n'évolue-t-il pas plus vite? Mais quand je me regarde, moi, ouais, quand je regarde ma vie du haut de mes 72 ans, je m'aperçois que l'évolution, elle a été d'une lenteur incroyable, et j'aimerais bien ouais. qu'elle soit pas finie, tant qu'à faire. Euh, mais ça, c'est une réalité. Alors, ce qui est absolument sûr, c'est que je n'y ai pas mis toute mon énergie dans la vie, hein, à la résolution Ouais. de mes espérances spirituelles et compagnie, hein. Hum. Mais il y a vraiment un moment, mais qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y Comment? peut? Et qu'est-ce qu'on y peut réellement? Qu'est-ce que l'homme de la rue, le lambda de la rue, il peut, dans la mesure où en plus il a pas de notion d'évolution ni psychologique ni spirituelle, et, et, Hum. qu'est- et voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Je te laisse avec cette question. Hum. C'est une question très importante. Est-ce que l'homme ordinaire, la personne lambda, monsieur tout le monde, que peut-il faire par rapport à sa vie? Moi, je pense que dans n'importe quelle société, occidentale ou orientale, il y a eu des gens qui ont parlé, euh, un Jésus, un Bouddha, même un Socrate ou un Lao Tse, qui ont parlé. Ces paroles ont été plus ou moins conservées, plus ou moins transmises, mais il y a quelque chose qui reste de ces, de ces gens-là. Euh, et ce qu'ils ont dit reste à disposition dans la société, dans les textes, parfois dans des films. Et de temps en temps, quelqu'un qui n'est pas spécialement religieux, l'homme lambda, comme on dit, tombe sur un texte, sur une phrase, sur un mot ou sur un film concernant ces personnes qui avaient une parole de lumière, en gros. Ben, la fonction de ces paroles de lumière, c'est parfois, chez une personne lambda, il se provoque la naissance d'une flamme intérieure, et cette flamme intérieure, en fait, si elle vient de cette lecture, de ces paroles de lumière, cette flamme intérieure, en fait, elle ne peut pas s'éteindre. Elle peut plus ou moins grandir si on travaille, si on fait quelque chose, hein, naturellement. Mais en fait, comme l'être humain ordinaire est conditionné, comme tout le monde, hein, il n'a pas la capacité en lui-même, dans l'état où il est, hein,
s'il s'est jamais posé de questions, il n'a pas la capacité, il ne pense pas que lui-même, il puisse se déconditionner. Il se pose même pas cette question. Donc il faut une petite touche, une petite patte, un petit élan qui vient de l'extérieur, ou une rencontre avec quelqu'un, hein, qui vient de l'extérieur et qui en gros lui fait saisir que lui, homme lambda, il peut se comprendre lui-même. Sois ta propre lumière, ton propre flambeau. Ne dépend d'aucun autre, ne prends refuge en aucun autre que toi-même. Ces paroles de lumière, en les lisant, l'être humain ordinaire a fait le test, il a saisi, compris ces paroles de lumière, il en a compris la vérité en un seul coup, sans utiliser la pensée, l'analyse et tout ça. Ces paroles l'ont enflammé. Donc non seulement ces paroles lui disent, tu peux sortir de la prison, mais en quelque sorte, en lisant, il a découvert cette capacité de comprendre, cette capacité de voir par lui-même, et donc cette capacité qu'il a lui-même de sortir de la prison. Il faut une impulsion. Mais on est entouré d'impulsions comme ça, de livres, de films. Après, après la question, mais on n'aura pas la réponse, pourquoi ça fait ça sur tel être humain et pas sur tel autre? Alors, je suis Ben, complètement d'accord. C'est une voilà. des questions. Tu dis qu'on n'aura pas la réponse. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas trouvée, de toute manière. Oui, Mais non, dans ce cas-là, on ne peut pas culpabiliser les hommes d'avancer si lentement. non, pourquoi? Non, euh, si tu veux, alors juste comme ça, pourquoi telle personne et pas telle autre personne? En fait, ça fait partie du mystère, hein. Et moi, c'est très bien qu'il y ait des choses mystérieuses qu'on ne puisse pas tout expliquer, blablabla. Bla, bla, bla. Après, justement, tu vois, bon, il ne s'agit pas de culpabiliser les hommes, je ne pense pas que ce soit vraiment la chose, mais de dire, par contre, dire, qu'est-ce que vous fabriquez, vous dormez toute votre vie, mais qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, bougez-vous, allez, allez. En fait, ça, je ne prends pas ça pour moi, hein. Ça, ces paroles, ce sont les paroles de lumière. C'est Ah, ces paroles ces paroles comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites depuis 30 ans, 40 ans dans votre ornière? Sortez de ça, vous pouvez le faire, allez-y. C'est pas faire du mea culpa, c'est justement une parole de lumière qui dit aux gens, mais attendez, vous n'êtes pas que le verre de whisky à 5 heures, vous êtes beaucoup plus que ça. Découvrez-le, allez-y. Tu vois, c'est pas une chose pour dire vous êtes nul, hein. C'est, attendez, vous vivez comme ça depuis toujours. Mais sortez-en, bon sang de bois. Non, je ne pense pas qu'il y ait Quand, voilà, je veux bien reprendre la phrase, quand je dis tous les hommes sont fous, il n'est pas sous-entendu que tous les hommes sont fous définitivement. C'est une constatation du moment présent ou d'un instant T. L'homme est fou. Mais tu remarqueras dans mon discours, j'incite les hommes à sortir de la folie quand même. Je ne leur dis pas contentez-vous de l'ornière dans laquelle vous êtes. Il faut reconnaître son inertie, son apathie, mais c'est pas pour se complaire et s'enliser comme ça dans ça. C'est voir ce qui est pour transformer ce qui est, pas pour. En fait, pour le but de tout ça, c'est se transformer totalement, entièrement, avoir le mot est devenu une tarte à la crème aujourd'hui, mais vivre une révolution intérieure totale, complète et irréversible. Irréversible, les gens sont toujours, ils ne veulent pas changer. Si on veut changer et qu'on dit
c'est irréversible, on applaudirait des mains. Je pense qu'il y a toujours eu ça. La constatation, l'homme vit dans l'ignorance, dans la souffrance, ou comme j'ai dit, entre guillemets, l'homme est fou, mais c'est toujours accompagné. L'être humain a la capacité en lui-même de comprendre, de saisir et de se libérer. Voilà. Après, on l'utilise ou pas, mais c'est pas. Il n'y a aucun Dieu malin qui viendra nous sauver, hein. C'est à nous de faire le job, hein, comme on dit. On pourrait déjà dire connaître son ignorance, se rendre compte de son ignorance, si c'est profond, c'est déjà une connaissance. Savoir qu'on est conditionné, c'est déjà une vue pénétrante. Si c'est vrai, hein, si c'est plus que des mots. En fait, la vision pénétrante, l'être humain peut la vivre à chaque seconde. Même l'homme ordinaire, c'est disponible en fait. Et c'est pas réservé, hein. C'est pas pour une élite, hein. Voilà. Donc, ce n'est pas réservé. Il n'y a pas un élu, hein. Oui, oui, et vous m'entendez? Tu m'entends, Paul? Oui, 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 vas-y, oui, oui. Voilà, et je peux me dire, après tout ça, qu'est-ce que je fais chaque jour, chaque instant, pour réveiller cette capacité que j'ai en moi? Mm. Je peux toujours Ouais. être dans cette interrogation Mm. chaque jour, chaque instant, voilà, essayer de ne pas oublier d'apprendre à sentir, Oui, de le, apprendre à sentir cette capacité dans mon quotidien, hein, de la faire vivre, en fait. vivre, oui. Mm. Oui, je, tu vois, l'autre fois, on en parlait, hein, hum, je ne sais pas, pour répondre à ta phrase, je ne sais pas si on peut la travailler ou la susciter. Par contre, ce qu'on peut faire, il me semble, c'est L'allume, c'est d'observer, de regarder ce qui se passe. Et de temps en temps, cette chose est là. oui. C'est pas que je l'invite, mais elle fait partie de la vie, elle est là, comme l'air. J'invite pas mes narines à respirer l'air, ça se fait. Oui, c'est de la reconnaître quand elle est là, quoi, de la reconnaître. Voilà, de s'en rendre compte, tu vois. C'est un état naturel, un état normal, c'est pas un état mystique réservé. C'est l'animal sauvage qu'on peut pas dresser, mais l'animal sauvage, il est toujours autour de moi, tu vois. Et Et quand en même, fait, c'est toujours là, même si on ne le voit pas tout le temps, mais de se dire déjà que c'est toujours là, ça peut inviter oui, à... à observer. C'est à disposition, si tu veux. Voilà. Mm. Euh, c'est vrai qu'à la rigueur, c'est pas gênant. Presque, c'est, moi, ça me gêne pas les paradoxes. Peut-être, de temps en temps, il faut se forcer à se rappeler que ça existe. Tu vois. Oui, Alors là, ça c'est une peut- opération d'esprit, une opération du mental, mais on s'en fout. C'est oui, pas grave, on est libre. Tu vois. Et donc, dire, ah, mais ok, faut que quand même que je regarde ce qui se passe dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe dans la vie, que j'observe tout ça. En fait, pour comprendre quoi que ce soit, de toute façon, il faut l'observer. De toute façon. Euh, comme on observe ses préjugés, ses limitations, ça aussi c'est important de les observer, de les voir. oui, oui. Parce que Euh, ça permet de, aussi.
Oui, d'en prendre conscience sans les juger. C'est Ouais. surtout ça. Hein. On ne fait pas une morale, mais peut-être que la vision pénétrante, en fait, c'est peut-être la nature de l'esprit, la nature du fonctionnement de l'esprit. Mais comme nous, on est tellement mental, Ouais. ça C'est nous ça. paraît difficile, on a l'impression qu'il faut se forcer, alors que peut-être ça coule de source, c'est naturel et il n'y a aucun effort. Je réfléchis avant de dire une bêtise. J'ai pas souvent, j'ai pas le souvenir d'avoir souvent fait des efforts dans le domaine spirituel. Ça se fait. Hein. On n'est pas en train de serrer les poings comme ça, de dire, mais je veux comprendre, il faut que je comprenne. Euh, C'est plutôt un appel, il y a un élan. On a quand même en nous souvent des élans. oui, oui, comme un désir d'élévation, un peu, comme ça. Mais bon, je pense que c'est important, hein, oui, de redire ça, que c'est une capacité humaine naturelle qui est disponible pour tout le monde. Et bien souvent, c'est pas le religieux qui a fait 40 ans d'études, qui a un savoir, qui a une tête énorme, pleine de définitions, qui va pouvoir goûter ça. Parce qu'en fait, son savoir est un empêchement de d'avoir une vision pure. Ce n'est pas un empêchement définitif, naturellement, mais c'est un empêchement. Et quelqu'un qui n'a pas un cerveau surchargé de savoir, engoncé dans la théologie, dans plein de définitions de plein de religions, tout d'un coup, en lisant une phrase, comme je disais, une phrase d'un personnage plein de lumière, il va découvrir cette lumière, parce qu'il n'a pas de définition sur ça. Hein. Euh, Comme disait Yoda, il faut désapprendre ce que tu as appris dans le Star Wars. Euh, la pensée n'est pas le bon outil dans ce domaine-là. Il faut apprendre à la reconnaître, cette pensée. Il faut apprendre à reconnaître que c'est une pensée. Oui, la voir pour ce qu'elle est. C'est limité, mais il faut le voir. Oui, Si, oui, oui, c'est limité, mais c'est nécessaire, c'est utile, ça nous aide à vivre, mais c'est limité. voilà. Ce n'est pas dénigré que de dire c'est limité. Hein, voilà, Ça invite à aller ouais, voir ça. à essayer de. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, ch- tout outil, quel qu'il soit, existe en raison d'une fonction. Donc, dès qu'on n'est plus dans cette fonction, cet outil devient inadéquat. Voilà. On va pas essayer de manger une soupe avec une fourchette ou des choses. Voilà, c'est presque bête, mais on est obligé de répéter des choses simples. Un outil, c'est une fonction. Donc, dès qu'on sort de la fonction, l'outil est caduque. Et donc, le domaine spirituel, c'est l'outil, c'est le domaine où aucun outil de la pensée n'est efficace. Voilà. Voilà. Où le mental n'est pas efficace. Ce n'est pas condamné. Je, je, je me permets légèrement d'insister. Il n'y a aucune condamnation, il n'y a pas d'ennemi à abattre. Il faut mettre les choses simplement à leur juste place, à leur vraie valeur, et comme ça on peut avancer.